Je vais tout de suite passer la parole à notre directeur, Monsieur Jean-Robert Delahaye, et j'aurai l'occasion de revenir avec vous voilà, tout au long de la matinée. Bon séminaire à tous. Bonjour à tous, bonjour aux apprentis, maîtres d'apprentissage, tuteurs universitaires, enseignants, équipe pédagogique, professionnels. Bonjour à tous. Bon, effectivement, édition inédite pour ce séminaire, puisqu'on est en crise sanitaire, inédite dans son organisation. D'habitude, on vous accueille tous en amphi. Inédite aussi parce que le sujet qu'on voulait traiter a été changé au dernier moment. Pour vous dire, on voulait parler d'un sujet qui nous tenait à cœur pour les apprentis, c'était la mobilité à l'international. Mais vous avez bien compris, ce n'était pas forcément bienvenu. Mais il était important pour nous, dans le cadre de nos missions, puisqu'on vous doit un accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à la citoyenneté, il était important qu'on maintienne son séminaire et qu'on traite d'un sujet plus proche de vos préoccupations. Et donc, on a retenu mon alternance, mes compétences, mon avenir. Donc, grand merci au CFA, à Betty, merci à la mission d'appui à la pédagogie qui est toute récente, mais qui s'impose de plus en plus dans notre quotidien. Et donc, merci à Cécile, son équipe, merci à Damien qui nous a accompagnés et pour vous offrir, alors on va dire 2 heures de séminaire en distanciel. Le CFA de l'université, c'est un CFA interne qui a, moi quand je suis arrivé en 2015, on comptait 125 apprentis, on flirte maintenant avec les 400. Donc, vous voyez que la professionnalisation s'est bien installée à l'université et on s'est bien saisi de la réforme de 2018. Actuellement, donc, c'est une équipe qui compte 6 personnes. Alors, toutes ne sont pas à plein temps sur le CFA, mais on est à 6 pour évidemment assurer la partie contractualisation, relations entre vous, les entreprises, les équipes pédagogiques. Tout ça, c'est cadré par la loi, donc on remplit nos missions dans le cadre de ce qui a été imposé par le législateur. Donc, petite équipe, mais ça ne nous empêche pas d'être efficace, puisque je crois que les derniers chiffres, c'est plus 12% d'alternance cette année. Et ça, on le doit aussi, bien sûr, aux équipes pédagogiques. Voilà. Alors, on va faire une intervention en 2 temps. Le séminaire va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, on va parler de vous, votre alternance, vos compétences développées, finalement, qu'est-ce que vous entendez par compétences. On aura peut-être aussi l'avis de ceux qui vous recrutent, les entreprises, et donc tout ça, on va en débattre au cours d'une table ronde. Pour moi, il est hors de question qu'on rentre dans le débat de la définition de la compétence, qui est un terme polysémique, et donc il a plusieurs définitions selon qu'on s'adresse aux différents acteurs. Donc, tant que le législateur n'aura pas tranché, pour moi, rien ne s'oppose et chacun peut s'approprier de la compétence comme il l'entend. Et on va bien le voir au cours des petites vidéos qu'on va voir et au cours des échanges que finalement, les points de vue peuvent être un peu divergents, mais finalement, il y a quand même un point commun qui va être le savoir agir dans un contexte. Et puis, dans un deuxième temps, on accueillera l'APEC, l'APEC qui est l'Association pour l'emploi des cadres, parce que c'était important pour nous qu'on fasse un point sur votre situation. Effectivement, actuellement, vous êtes tous en emploi, vous avez un contrat de travail. On est quand même dans un contexte particulier de crise sanitaire et donc on peut se poser la question de la durabilité de votre contrat. Et donc, c'était important pour nous de déjà vous mettre en relation avec un autre environnement qui sera celui de l'après-université et d'un environnement qui va vous accompagner tout au long de votre parcours professionnel. Et il a semblé pertinent et donc d'interroger l'APEC qui vous expliquera ses missions, qui sont l'accompagnement, mais fera aussi un focus important sur la situation actuelle. La projection, c'est quoi finalement le territoire, la reprise à 6 mois, 1 an, voire plus, avec finalement, puisque si sans que tout s'arrête, n'empêche que les projets avancent. Et puis, comment l'APEC peut aussi vous accompagner dans votre future stratégie de recherche et d'évolution de carrière. Voilà. Je crois avoir tout dit. Je ne vais pas aller plus loin parce que finalement, le temps est limité et on a une petite heure pour traiter de notre première partie qui sont les compétences. Et donc, je redonne la main à Betty ou à Cécile. Merci Jean-Robert. Et voilà, je passe maintenant la parole à Damien pour présenter les intervenants de la table ronde ce matin. Merci Damien. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Damien Leroux. Du coup, on va passer la première partie du séminaire ensemble sur une table ronde.
On a décidé d'aborder 3 points. Donc, le premier étant la compétence et l'approche compétence et qu'est-ce que ça peut changer pour l'apprentissage. On va aussi venir du coup assez naturellement sur l'insertion professionnelle et profiter qu'on a des professionnels avec nous justement. Et le dernier focus un peu sur la situation actuelle et qu'est-ce que ça peut changer au niveau des compétences. On a vu que la notion de compétence n'était pas forcément, comme disait Jean-Robert, difficile à appréhender. Oui. Je vais vous demander de vous connecter à un outil que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, qui s'appelle WooClap et qui permettra d'interagir ensemble. Et comme ça, on va pouvoir vous demander votre avis. Qu'est-ce qu'une compétence? Et surtout, si vous pouvez donner en un mot ce que vous entendez vous par compétence, soit un synonyme, soit une réponse assez courte en un mot ou deux. Ouais. On retrouve le savoir-faire, le savoir-être également. Ensemble de savoir, des atouts, des aptitudes. Voilà. Voilà, c'est tout à fait ça même. Nous, on prend appui sur une définition de quelqu'un qui s'appelle Jacques Tardif. Et voilà, alors pour faire simple, lui, il définit ça comme un savoir-agir complexe avec une mobilisation de ressources internes et externes dans une situation, une famille de situations. Pour faire plus simple, c'est une mobilisation de savoir, savoir-faire et savoir-être dans un contexte donné. Donc, comme exemple assez simple, on prend souvent celui de savoir conduire une voiture en France. Donc ça, c'est une compétence qui demande un certain nombre de savoirs liés au code de la route, de savoir-faire liés à la manipulation du véhicule et de savoir-être avec ce qu'on peut appeler la courtoisie au volant. Donc là, on retrouve vraiment ces trois choses, savoir, savoir-faire et savoir-être. Et dans un contexte donné, donc le contexte est aussi très important pour définir une compétence. Donc c'est très bien, vous avez dit. Donc voilà, c'était un peu en préambule, on va dire, à cette table ronde, parce qu'on va parler ensuite d'approche par compétence, ça on y reviendra juste après. On va juste maintenant présenter donc, les participants à cette table ronde. Donc, je vais commencer déjà par me présenter moi. Je m'appelle Damien Leroux, donc je suis ingénieur pédagogique à l'Université du Havre et c'est moi qui vais me charger d'animer cette table ronde. Et voilà, il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais moi-même en contrat d'apprentissage quand j'étais étudiant, donc il y a 3 ans. Donc c'est un sujet que je connais un petit peu, en tout cas qui me parle. Donc là, je vais demander s'ils veulent bien à l'ensemble des participants de la table ronde de se présenter, en commençant par Laurent Amanton, qui est donc enseignant-chercheur à l'Université du Havre. Bonjour à tous. Donc, moi, je me présente. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'UFR des sciences et techniques. Au Havre, je suis responsable du master informatique de l'Université du Havre, dont le nom est eWorks, donc pour ingénierie du web, objets communicants et systèmes complexes. Ok, super. Merci Laurent. Samuel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Samuel Depré, je suis maître de conférence en géographie à l'UFR des lettres et sciences humaines, co-responsable avec Philippe Vidal d'un des parcours du master urbanisme et aménagement. Donc le parcours urbanité pour urbanisme durable, numérique, ingénierie, transport et environnement, qui est une formation qui interroge notamment la question de l'aménagement urbain, du projet urbain et des nouvelles façons d'envisager la ville. Et je suis également responsable de l'Institut d'urbanisme de Normandie. Alors, Valentin Pintin, est-ce que tu peux te présenter? Alors, c'est Papin, mais y a pas de désolé souci. pour ça. Donc oui, fraîchement diplômé du master aménagement parcours urbanité, du coup, avec Monsieur Després. Et je suis également fraîchement embauché en CDI à l'agence urbaniste de la région du Havre et de l'Estuaire de la Seine. Et c'est également ici que j'ai pratiqué mon alternance en tant que contrat de professionnel. Bienvenue Valentin et merci également de participer à la table ronde. Alors, Marion Noël. Bonjour, du coup moi je suis apprentie en master marketing et commerce international et je suis en apprentissage chez Junior Senior. Ok, merci. On doit avoir Monsieur Trétou également avec nous, Damien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Du coup, moi je suis Monsieur Trétou, un responsable communication chez Junior Senior. On travaille pour des services et aides à la personne sur tout le réseau français. Et actuellement, du coup, je suis également maître d'apprentissage de Marion Noël. Merci beaucoup. Du coup, notre premier thème de cette table ronde, c'était vraiment l'approche compétence et qu'est-ce que ça peut changer pour les apprentis, les maîtres d'apprentissage et les enseignants. Mais d'abord, il faut savoir qu'est-ce que l'approche compétence. On vient de voir ce que c'est la compétence. Et pour ça, on a aussi une vidéo qu'on souhaitait vous partager. C'est Pauline. Pauline est au lycée en section internationale où grâce à ses cours bilingues, elle développe la compétence réception écrite en anglais. Elle aime le droit,
et adore regarder des séries en VO sans les sous-titres. Elle sait déjà qu'elle va intégrer une licence de droit international une fois son bac obtenu. Ensuite, elle obtiendra son Master 1 avec mention. Et enfin, choisira de partir en Erasmus pour son année de Master, parce que Pauline rêve d'une expérience significative à l'étranger. Elle partira à Cardiff, au Pays de Galles, pour 8 mois. Sur place, grâce aux interactions avec les Britanniques, elle pourra améliorer sa compétence de réception orale en anglais. Pour valider son master, elle choisira de rédiger son mémoire en anglais, avec comme sujet principal la place de la douane dans l'import-export, durant lequel elle développera la compétence identifiée comme production écrite. Une fois son diplôme en poche, et malgré tous ses efforts, il lui faudra plusieurs mois pour trouver son premier emploi. Mois pendant lesquels il lui sera compliqué de tirer profit de ses acquis ou d'en développer de nouveaux, faute de contexte professionnel. Mais grâce à sa motivation et son expérience, elle décrochera un emploi au port du Havre. Et lorsque sa responsable lui demandera à plusieurs reprises de décrocher le téléphone pour échanger avec des clients du monde entier, à chaque fois, Pauline sentira que sa compétence en production orale mériterait d'être améliorée pour réceptionner l'appel et mener à bien l'entrevue. Pour régler ce problème, elle pensera un temps mettre en pause sa carrière pour retourner étudier. Puis elle se souviendra que depuis 2020, l'approche par compétences dans les universités françaises lui permet de s'inscrire à tout moment en formation continue. Elle peut donc choisir un module spécifique pour développer sa compétence en anglais. Mais pour l'instant, Pauline doit lutter pour ne pas lancer un nouvel épisode de sa série préférée avant d'aller réviser son bac. Et ça, c'est courageux. Alors voilà, donc ce qu'on voulait communiquer après cette vidéo, c'est que l'approche compétences, pour faire simple, il s'agit pour les formations d'identifier les compétences que les étudiants vont développer pendant leur cursus et les communiquer largement du coup aux futurs étudiants, mais également aux entreprises. C'est quelque chose qui est en cours dans l'université et pas qu'au Havre, c'est vraiment un sujet national où les différentes formations doivent identifier et communiquer les compétences. Donc au Havre, il y a un master qui s'est emparé de ça peut-être un peu plus tôt que les autres. Et du coup, je vais demander à Laurent de dire comment ça se concrétise dans sa formation. Comment se concrétisent les compétences? Voilà, la mise en place de l'approche compétences. Et qu'est-ce que ça change peut-être pour toi par rapport aux entreprises, vu que c'est ce qui nous intéresse? Oui. Alors, cette approche, on l'a faite effectivement en 2017, lors de l'installation du nouveau diplôme. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est s'approcher au plus près de ce qui est demandé en entreprise pour les étudiants. C'est-à-dire de relier en fait la formation universitaire au monde de l'entreprise par rapport à ce que l'on souhaite pour nos étudiants donc en informatique. Donc c'était parce qu'on a chacun nos codes qui sont un peu différents, mais qui dans le fond sont identiques au niveau du vocabulaire par exemple, et puis de la vision des étudiants. Voilà. Et puis les compétences pour nous permettent de formaliser les métiers, clairement, et puis de véritablement faire le lien entre les diplômes et les entreprises. Donc voilà comment on l'a organisé. Et du coup, un des objectifs, c'était vraiment de faire du lien entre le master et les entreprises pour qu'il y ait une meilleure visibilité. Oui, visibilité pour les entreprises, mais également pour les étudiants, pour qu'ils sachent ce qu'ils vont être capables de faire à la fin. Ok, ouais, super. Je ne sais pas si Samuel, si dans ton master aussi, il y a ce genre d'approche. Oui, l'approche par compétences dans le master urbanité, elle est présente dès l'origine. Donc, dans la logique évoquée Laurent, nous avons choisi en fait de nous appuyer sur un référentiel métier. Il y a une association professionnelle qui s'appelle l'Office professionnel de qualification des urbanistes, qui a eu la très bonne idée de recenser à travers une enquête qu'elle a menée auprès des urbanistes adhérents de l'association, de recenser en fait les savoirs, les savoir-faire et les compétences techniques et méthodologiques, thématiques que devaient être celles d'un jeune urbaniste à l'issue de sa formation.
Et donc, nous nous sommes attachés, et je crois que c'était la première fois au niveau de l'UFR des lettres et sciences humaines, nous sommes attachés à envisager un référentiel de formation sur la base d'un référentiel métier. C'est-à-dire qu'on a complètement changé la façon d'appréhender une maquette. On n'a pas réuni l'équipe pédagogique en partant de ce qu'elle savait faire et des compétences qui étaient les siennes. On a regardé le référentiel métier et on s'est attaché à s'approprier ce référentiel métier en mobilisant évidemment les équipes pédagogiques et en s'appuyant sur un tissu d'intervenants extérieurs et d'intervenantes extérieures qui est relativement dense, puisque sur les 2 années, nous avons 60 intervenants extérieurs, renouvelés en fonction des contextes, de l'évolution des problématiques, des contraintes des uns et des autres, à hauteur de 10-15% chaque année. Mais c'est là un élément très, très important pour nous, c'est-à-dire cette adéquation de la formation avec les attendus à la fois des collectivités, des bureaux d'études et de façon plus large du secteur privé. Il passait pour nous par ce référentiel métier qui est finalement notre feuille de route. Et on essaie, cela dit, avec le Master Urbanité, de porter les étudiants à la fois au niveau de compétences requis aujourd'hui, attendus sur les façons d'envisager la ville, l'urbain, mais on essaie aussi, dans une perspective universitaire, d'ouvrir les étudiants sur d'autres horizons. La ville, elle est aujourd'hui interrogée à l'aune du développement durable, à l'aune du développement numérique, et on essaie, nous, d'avoir aussi cette approche un petit peu proactive en les ouvrant sur d'autres perspectives, puisque la question de la compétence, c'est à la fois un instantané, c'est la compétence aujourd'hui, mais je pense, c'est la conviction que l'on a avec Philippe dans la façon dont on conduit le master, c'est aussi la capacité à rendre les étudiants finalement assez agiles et leur donner des clés, des briques qu'ils vont pouvoir remobiliser ensuite pour essayer de créer peut-être de nouvelles compétences. On pense qu'il y a des métiers qui aujourd'hui ne sont pas connus, où il y a des métiers qui vont évoluer et on espère avec la formation leur donner des éléments pour s'adapter également à ces nouvelles exigences. Ok. Et du coup, j'en profite vu qu'il y a un des étudiants de ce master qui est présent, pour savoir si pour toi, Valentin, est-ce que l'approche compétence t'a aidé pour choisir le master ou pas, et pour ta relation avec l'entreprise où tu as fait ton apprentissage ou pas? Alors, oui, l'approche compétence, je la déclinerai vraiment d'un côté savoir, enfin les connaissances, et puis de l'autre côté le savoir technique plutôt. En fait, avant d'être en alternance, j'avais déjà effectué un stage à l'agence urbanisme, donc j'ai eu le temps de pouvoir faire mes preuves à ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle du coup ils ont accepté de me prendre en alternance. Et j'ai été surtout recruté pour mes compétences techniques en matière de cartographie et de maîtrise des systèmes d'information géographique. Et l'approche, elle, du master, elle m'a apporté des savoirs sur, oui, l'univers urbain, comme l'a décrit à l'instant Monsieur Després. Et aujourd'hui, je vois surtout son intérêt dans le sens où, voilà, on a étudié beaucoup les approches numériques pour la ville. C'est une compétence qui est pas, enfin, peu, voire pas du tout maîtrisée par l'agence urbanisme. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en avant, et c'est une des raisons pour laquelle elle a décidé derrière de m'embaucher. Donc oui, je pense que la formation a réussi à apporter quelque chose à l'entreprise, tout comme mes compétences techniques, elles, derrière, ont permis à la formation, au moins pour les étudiants avec qui j'étais, de pouvoir apporter mon savoir technique vers eux dans le cadre des ateliers professionnels. Okay. Donc je pense que c'est un bon jeu entre l'un et l'autre. Et du coup, au niveau, je demandais aussi l'avis du coup aux professionnels qu'on a avec nous, notamment Nicolas. Est-ce que tu penses que si l'université met en avant, ce qui n'est pas forcément le cas partout ici, dans toutes les formations, plus en avant les compétences que les étudiants vont développer pendant leur année de leur cursus, à la fois à l'université et en entreprise, est-ce que ça pourrait t'aider dans l'accompagnement des étudiants? Alors, je pense effectivement que ça peut aider dans l'accompagnement des étudiants parce que du coup, on peut même mettre en place avec eux un rétro-planning. Et puis, en fonction justement des compétences qu'ils vont acquérir au cours de l'année. Et du coup, peut-être d'adapter des projets qu'on avait
peut-être prévu de mettre en place à différentes périodes, histoire que ça puisse s'adapter et être en parallèle justement que ces compétences en fait acquises. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'avoir en amont ce qui va être idéalement acquis pour adapter. Évidemment, je pense qu'il faut avoir un certain recul quand même par rapport à tout ça, parce qu'on sait très bien que une année d'études, ça évolue tout le temps. Mais je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde, en final, même pour le professionnel, pour se projeter et pour faire un suivi. Ça peut même nous permettre de pousser à certains moments peut-être l'étudiant et de l'accompagner avec nos compétences et lui apporter nos compétences justement sur les compétences qu'il va acquérir. C'est super. Est-ce que Marion, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, je pense pas. Il dit déjà beaucoup de choses. Ok. On a aussi, je crois que Madame Copé est arrivée. Je ne sais pas si elle est avec nous. Oui, pardon, bonjour, Virginie Copé. Alors, attendez, j'allume ma caméra. Voilà, vous me voyez. Oui, donc, je suis responsable ressources humaines, voilà, pour Point P. Donc, Point P, c'est les matériaux de construction. Alors, rapidement, on fait partie du groupe Saint-Gobain. Et cette année encore, le groupe Saint-Gobain en France a pris 2000 alternants. Et on prendra 3000 alternants à partir de la rentrée prochaine. Donc, on est vraiment on pousse l'alternance. Donc, oui, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Pour moi, c'est impératif d'avoir un référentiel avec des compétences. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je recrute des alternants, je recrute sur un diplôme. Je me dis, tiens, je n'ai pas le temps de lire tout le programme. Donc, je me dis, bah, voilà, si je prends logistique, bah, j'imagine que ce qu'on va lui proposer dans l'émission, ça va fonctionner. Que là, si j'ai vraiment un référentiel de compétences, pour moi, ça va être beaucoup plus simple de savoir qu'est-ce qu'il va nous apporter, qu'est-ce qu'on doit lui apprendre et surtout quel maître de stage on doit donner à ce collaborateur, enfin cet alternant. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des compétences qui vont être plus acquises avec une personne, avec un tuteur plutôt qu'un autre. Voilà, tout simplement. Ok, super, merci. Du coup, voilà, l'approche compétence, c'est quelque chose qui commence à être qui est mise en place par l'université. On ne va pas se mentir, dans des formations plus que dans d'autres. Là, on a vu que dans 2 masters au Havre, donc le master urbanité et le master e-works, c'est mis en place pleinement. Et voilà, ça se met en place petit à petit dans toutes les formations, prioritairement. Enfin, c'est plus facile de les mettre en place dans les formations, on va dire, professionnalisantes, comme celles qui nous occupent aujourd'hui. Mais ça va être aussi le cas dans les formations un peu plus dans les licences générales. Oui, et donc une intervention de… C'est vrai qu'à l'IUT, avec la mise en place des BUT, donc la l'IUT qui ont des formations professionnalisantes, c'est déjà un sujet et ça va l'être dans les prochaines années. Et on voit bien que la relation avec le monde professionnel ne pourra être qu'améliorée avec cette approche compétence. Du coup, on va passer au deuxième thème de cette table ronde qui en découle assez naturellement, qui est l'insertion professionnelle. Ouais. Et pour ça, Damien, je vais vous demander de… Pardon, oui. Ouais. Est-ce que je pourrais intervenir pour peut-être un mot sur les compétences aussi, peut-être pour rappeler donc bien, c'est effectivement l'approche par les compétences, c'est intéressant parce voilà, il faut le référentiel, ce qui va permettre aussi à l'entreprise par rapport aux compétences existantes de son apprenti, de son salarié, de voir ce qui manque par rapport à ce qui lui manque pour exercer le métier, donc d'avoir un référentiel de positionnement. Hein. Et tout ça, c'est important aussi, tout ça, c'est pour dire aussi que les compétences, c'est important d'en parler, c'est important de bien se les approprier et de les notifier parce que finalement, le parcours, on sait qu'on est sur maintenant des parcours professionnels divers. Hein. Une vie, ça va être, on revient, dans la vie sociale, on mène plusieurs vies. Et dans le monde professionnel, c'est pareil, ça va être plusieurs vies professionnelles. Et donc, à un moment donné, il y aura des réorientations et donc il sera important de connaître où on en est, de savoir et savoir ce qui nous manque.
Et tout ça, ça a été dit, je crois, dans la vidéo, on peut ajouter des compétences tout au long de sa vie professionnelle avec un parcours en formation continue et pour s'adapter toujours aux besoins du territoire, aux besoins des entreprises. Voilà. Et ouais, c'est vrai que ça concerne aussi beaucoup la formation continue. Mmh. Du coup, voilà, la deuxième question qu'on voulait poser est partir sur l'insertion professionnelle. Donc, je vais retourner sur WooClap en partageant mon écran. Voilà. Donc, si vous pouvez retourner sur WooClap, et il y en a déjà qui ont répondu, je vois. Mais du coup, selon vous, est-ce que l'apprentissage, c'est-à-dire la modalité d'alternance, permet-il de développer plus de compétences que les filières dites classiques, on va dire des filières où il y a pas cet aller-retour entre le monde professionnel et le monde universitaire? Donc, voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Les modalités étant oui, non, je ne sais pas. On aurait pu faire des paris sur les réponses, je pense. Oui. On doit franchir au moins la barre des 80%. On peut commencer à prendre des paris. Si on monte les réponses, donc c'était un sondage où il y a 94%. Donc on voit que ça fait à peu près consensus que l'apprentissage permet de développer des compétences. Donc c'est des compétences, elles seront plus facilement mises en avant quand elles sont définies déjà par le diplôme. Et ensuite, chaque étudiant va développer ses propres compétences en fonction de son lieu de travail. Et ensuite, il y a la question qui est un peu plus épineuse sur comment mettre en avant les compétences développées pendant votre apprentissage, notamment lors d'un entretien professionnel. Parce que on a vu que c'est très important de développer des compétences et d'en avoir conscience. Et ensuite, ça va être assez important, voire primordial, de savoir les mettre en avant pour s'insérer dans le milieu professionnel. Donc voilà, ma question à la table ronde, comment pensez-vous mettre en avant ces compétences-là? Donc je vais commencer à poser cette question aux premiers intéressés, je pense, du coup aux étudiants. Est-ce que Marion, tu sais comment tu pourras mettre en avant tes compétences lors d'un entretien professionnel, par exemple? Pour moi, du coup, vu que je suis en communication, enfin, je fais beaucoup de communication visuelle, l'avantage, c'est que je peux faire un book qui regroupe toutes les réalisations que j'ai faites avant et ça montre déjà pas mal de compétences quand on s'adresse à un recruteur qui est dans le même domaine, qui se rend compte de la difficulté que c'est de faire une réalisation visuelle comme ça. Et c'est surtout ça pour mon domaine qui est la communication, quoi. Le book et voilà. Ok, merci. Donc là, on voit il y a une notion importante qui est la notion de preuve finalement. Et c'est vrai que dans la communication, quand il y a des réalisations concrètes, on voit que là, il y a un book, certains se font par des portfolios. Ça prouve directement la compétence via une expérience passée et une preuve, une trace. Est-ce que, Valentin, toi, comment tu t'y prendrais dans un domaine différent? Et comment tu t'y es pris vu que tu as été recruté? Oui, moi, la notion de book, pourquoi pas? Moi, j'avoue, je ne l'ai pas fait, ou alors je dirais je l'ai fait plutôt à l'oral pour décrire ce que j'ai réalisé. Ce que je vais traiter, enfin, ce que j'ai mis en tout cas, moi, plus en avant, c'est ma prestance, mon savoir-être et surtout, j'y réfléchis à qu'est-ce que moi, je peux apporter à l'établissement, en fait. Et c'est comme ça que j'ai mis en avant les compétences que j'ai pu développer dans la formation et surtout les démontrer en termes de connaissances, quoi. Donc bien savoir les décrire et bien démontrer de savoir de quoi on parle. Du coup, D'accord. c'est dans le sens créer un besoin pour le directeur pour justifier mon embauche. Un peu comme ça, j'ai vu la chose. Et tu dis le savoir-être, comment tu as réussi à on va dire, le prouver en entretien parce que c'est pas évident? Non, bah c'est sûr que c'est pas évident, mais tout tient, je dirais, dans la rigueur, dans bien montrer qu'on sait écouter, qu'on sait faire preuve d'observation et surtout de veille informationnelle, de bien montrer qu'on sait se tenir au courant de ce qui se passe et de bien montrer la connaissance de nos territoires et des besoins. Ok, merci. Et du coup, demandons directement aux professionnels qui sont amenés du coup à effectuer des recrutements, qu'est-ce que vous allez rechercher, à quoi vous allez vous attacher lors d'un recrutement pour faire la différence entre les différents candidats? Donc peut-être. Moi, je veux bien prendre la parole, Ouais. Virginie. Donc, je partage exactement ce que vient de dire Valentin. C'est vraiment sur les soft skills.
qu'un recruteur s'appuie. Aujourd'hui, tout ce qui est hard skills, c'est-à-dire tout ce qui est compétences démontrables, donc un diplôme, la maîtrise de la communication, de Word, tout ça, aucun problème. Par contre, ce sur quoi un recruteur, enfin en tout cas moi, ce sur quoi je vais m'attacher, c'est surtout les soft skills, ce qui a lieu, enfin ce qui est lié ou associé à tout ce qui est émotionnel, c'est à l'intelligence émotionnelle, pardon. Donc, c'est quoi? C'est la communication, la prise d'initiative, l'autonomie, la réactivité, le sens de l'équipe. C'est toutes ces choses-là que je vais demander à un étudiant dans le cadre d'un recrutement. Donc, qu'est-ce qu'il a mis en place et en fait, des choses précises. Quand je vais lui dire, bah, voilà, qu'est-ce que tu as mis en place, comment ça se passait dans ton équipe, comment tu t'es adapté, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles on va s'attacher. Et surtout aussi sur l'appétence, parce que vous pouvez avoir des compétences, mais il faut avoir aussi l'envie. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Allô, allô? Ouais. Oui. En plus des compétences, je ne sais pas si vous en avez parlé au début, mais il y a aussi l'appétence. L'appétence, c'est l'envie de faire quelque chose. Vous pouvez être super bon en compta, si vous n'aimez pas du tout ça, ça ne va pas aller de toute façon. D'accord? Donc voilà, c'était ma petite. Et comment, voilà ma position. Par exemple, lors d'entretien, qu'est-ce qui peut vous convaincre, qu'est-ce qui vous a convaincu pour que ces étudiants prouvent, entre guillemets, qu'ils ont ces compétences que vous appelez les soft skills, les compétences sociales? On le voit tout de suite quand on pose quelques questions. Donc, je ne sais pas, la question, ça peut être qu'avez-vous présenté? Qu'est-ce que vous avez apporté à l'entreprise? On voit tout de suite si l'étudiant formalise ou donne des détails. Et puis, au bout du bout, on creuse. Mais c'est vraiment dans l'échange qu'on voit ce type de savoir-être, en fait. Du coup, ce que vous pouvez conseiller aux étudiants, là, je pense que ce qui les intéresse, pour préparer un entretien, c'est du coup de bien réfléchir à ce qu'ils ont déjà mis en place pour l'expliciter. Qu'ils ont mis en place au sein de l'entreprise, qui connaissent vraiment bien le secteur de l'entreprise, donc le nombre d'agences, je vais vous dire une bêtise, mais qui connaissent bien l'entreprise dans laquelle ils sont allés. Et surtout qu'ils expliquent bien ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place, les prises d'initiative qu'ils ont eues, l'autonomie, des détails en fait et des exemples concrets. Voilà. Ok, très bien, merci. Est-ce que Nicolas, tu as… Oui, une intervention juste. Rappelons que le CFA, justement, pour aller dans la continuité de ce que dit Madame Copé, organise des ateliers CV et lettres de motivation avec la précieuse collaboration d'EG. Je pense à Monsieur Serge Bertrand qui est présent avec nous ce matin et également le SUIO pour justement préparer les étudiants à mettre ces éléments en valeur lors de leur entretien professionnel et savoir au mieux, entre guillemets, se vendre et annoncer leurs projets personnels et professionnels. Voilà, donc nous, on accompagne plusieurs candidats à l'alternance dans ce sens. D'ailleurs, peut-être en point de conclusion, on pourra peut-être rappeler quelques éléments des résultats du séminaire de l'année dernière qui portait sur le savoir-être et qui avait été animé avec l'association EG, donc entente générationnelle. Serge me dira, comme j'improvise, je ne me souviens plus exactement. C'est l'entente entre les générations. Pour l'emploi. On a perdu Jean-Robert. Et donc, Serge, c'est quelques éléments de résultats de ce séminaire. Ok. Excuse-moi, Jean-Robert, mais c'est vrai que ta connexion me semble un peu défectueuse. Nicolas, du coup, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Madame Copé sur qu'est-ce que tu recherches lors d'un entretien professionnel et comment les étudiants parviennent ou pas à te convaincre de compétences qu'ils ont développées? Alors moi, de toute façon, lorsque je recrute quelqu'un, plus que des compétences, je vais rechercher un profil parce que effectivement, des compétences, normalement, si on prend une promo, tout le monde devrait acquérir les mêmes compétences au fur des études. En revanche, effectivement, le profil, ils sont tous différents. Le plus gros problème, je pense, pour un professionnel, c'est un mauvais recrutement et donc de justement recruter un mauvais profil. Donc, il faut aller plus loin que les compétences, effectivement, voir tout ce qui était question d'appétence.
Et après, il faut arriver justement à poser les bonnes questions. Le vrai travail, ça va être aussi je pense, de la part du professionnel, de mettre en confiance l'étudiant qui vient, parce que c'est un exercice très compliqué quand même, les exercices de recrutement. Et des fois, il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent être décontenancés complètement par une pression qui se met par cet exercice-là, alors qu'au final, ils auraient pu être un très bon candidat et ils auraient peut-être pu être le candidat qu'il nous fallait. Donc, il faut arriver à équilibrer tout ça, mettre en confiance, poser les bonnes questions, aller plus loin que les compétences. Mais voilà, c'est vrai que c'est un travail compliqué, c'est un exercice compliqué. Mais du coup, voilà ce que je recherche. Ok, merci beaucoup. Et au niveau des enseignants, est-ce que vous préparez vos étudiants à justement cet exercice, comme disait Nicolas, qui est difficile, de l'entretien professionnel? Et est-ce que du coup, l'approche compétence a changé quelque chose là-dedans ou pas du tout? Moi, je finirai mon propos. Effectivement, Marion parlait d'un book. Je pense que ça, c'est très, très important, et pas uniquement pour les personnes qui sont en communication. Au final, je pense que tout le monde peut faire un book, juste des choses qui ont été faites en études ou quoi que ce soit, des projets concrets qui ont été faits, parce que ce genre de support est très important lors de l'entretien, puisque du coup, si tout est déjà prêt à l'avance, ça enlève du stress, ça enlève toutes les problématiques justement qu'il peut y avoir au moment de l'entretien, et où on peut perdre nos moyens parce que j'ai oublié de parler de ça, j'ai oublié de parler de ci. Il faut vraiment le préparer en amont, et du coup, c'est pour ça que je pense que les professeurs vont parler de moi. Oui, je suis tout à fait d'accord d'avoir déjà écrit par ailleurs tous les projets qu'on a réalisés et qu'est-ce que ça met en avant, que ce soit pour le communiquer ou pas, enfin pour le montrer comme un bout qu'on communique, ou alors juste pour soi, pour avoir les idées au clair pendant l'entretien. Je pense que c'est une bonne chose. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, messieurs les enseignants, Samuel ou Laurent. Oui, Samuel, peut-être. Éventuellement. Donc, sur cette question de la valorisation des compétences, nous, on fait appel aux personnes ressources qui ont justement cette compétence pour former les étudiants. Donc, la formation est adossée au SUIO, donc on travaille avec nos collègues de l'Oiseau, évidemment, avec lesquels, d'ailleurs, on a mené une réflexion pour faire évoluer un petit peu les pratiques. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a un travail notamment avec autour de la vidéo qui est faite de manière à ce que les étudiants puissent être filmés lorsqu'ils passent les entretiens avec nos collègues, et il y a un retour qui est fait de manière à corriger peut-être des postures, des éléments de langage, des répétitions, des manques. Et puis, donc nous, ce n'est pas véritablement notre savoir-faire le plus évident que de valoriser les compétences des étudiants. En revanche, on est très soucieux au moment du stage. Je sais que nous, les étudiants ont un stage long qui débute au mois de mars et qui s'achève au mois de septembre. Et on est très soucieux à ce moment-là de ne pas enfermer les étudiants uniquement dans la mission, et ce n'est pas absolument pas péjoratif, mais ne pas enfermer les étudiants uniquement dans la mission qui est conférée par la structure dans l'alternance, dans le sens où on n'est pas certain que la structure dans laquelle ils évoluent pour l'alternance soit celle par laquelle ils soient recrutés à la fin. Donc on essaie évidemment d'avoir une réponse la plus qualitative possible à la mission qui est confiée par la structure, mais on essaie aussi d'inciter les étudiants dans leur réflexion qu'ils mènent sur une thématique donnée, à s'extraire du contexte qui est celui de la structure dans laquelle ils évoluent, pour bien appréhender les tenants et les aboutissants de cette question, pour qu'ils puissent être en capacité de s'en saisir dans une autre collectivité, dans un autre territoire qui sera, lui, évidemment différent dans sa nature, dans son organisation et dans les contraintes qu'il présente. Donc cette compétence, on essaie, nous, via le stage, mais dans un dialogue avec le maître de stage ou la maître de stage, de garder une ouverture, de proposer un élargissement qui permette d'aller au-delà de la façon dont la structure propose à l'étudiant de considérer le sujet qui lui est confié pendant l'alternance. Ok, merci. Est-ce que Laurent, tu as quelque chose à ajouter? Comment ça se passe dans ton master? Oui, je veux bien ajouter quelque chose. Moi, ce qui me paraît effectivement intéressant dans tout ce qui a été dit là, c'est la connaissance du monde de l'entreprise pour l'insertion.
C'est effectivement ce qui est primordial. Et pour ça, effectivement, il y a l'alternance ou le stage qui sont primordiaux, hein. C'est vraiment, pour le coup, améliorer la confiance en soi des étudiants et puis découvrir ou mieux connaître le monde de l'entreprise. Et c'est ça qui, à mon avis, va faire la différence le jour où il y a un entretien, effectivement. Ne pas se sentir dans l'inconnu, ne pas arriver dans l'inconnu. Et peut-être pour revenir, ouais, excuse-moi Damien. Non, vas-y. Non, pour revenir sur la question que tu nous as posée finalement, je crois que c'est là aussi l'une des plus-values très fortes de l'alternance. C'est en ce sens qu'elle permet aux étudiants de gagner en maturité, très clairement, de s'acculturer avec un contexte professionnel que les formations initiales ne permettent pas, même si on les met, nous, au contact, je disais, d'une 60aine d'intervenants extérieurs. Et on le voit à travers les taux d'insertion professionnelle. Nous, cela fait 3 ans maintenant, on a eu une vingtaine de contrats. Ils sont tous aujourd'hui en situation d'emploi, et soit en situation d'emploi au sein de la structure dans laquelle ils ont été recrutés, soit parce qu'ils ont évolué au contact d'autres acteurs qui les ont recrutés, ou tout simplement parce qu'ils se sont appropriés les codes de ces acteurs et que lorsqu'ils arrivent sur des entretiens d'embauche, ils ont un certain nombre de clés, d'outils dont ne disposent pas forcément les étudiants qui sont en formation initiale. La vraie plus-value pour l'alternance, je pense qu'elle est là également, hein. Nous, c'est un choix qu'on a fait dès le début, et c'est un choix que l'on assume pleinement, et on se réjouit d'avoir de plus en plus de contrats cette année. La seule raison d'être d'une formation, c'est l'insertion professionnelle. Enfin, tout du moins, c'est le point de vue que moi, je défends. Et en ce sens, l'alternance, c'est un puissant levier pour nous. Et pour les jeunes, parce que c'est quand même, voilà, une fois encore, le seul objectif d'une formation pour moi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, l'apprentissage, on voit bien que c'est, via les statistiques, comme tu disais, c'est un puissant levier pour l'insertion professionnelle. Et du coup, il y a un travail, par contre, pour les étudiants pour mettre en avant ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont développé pendant l'apprentissage. Et comme on disait en tout début avec Madame Copé, c'est de prendre du recul sur ces expériences pour pouvoir les mettre en avant et mettre en avant les compétences qu'on a déjà mis en œuvre lors de l'apprentissage. Donc, on voit que l'apprentissage, c'est vraiment intéressant, et pour l'exploiter pleinement, il faut juste avoir pris du recul, comme le disait Marion, soit par la mise en place d'un book avec des preuves concrètes de la mise en place de ces compétences, soit dans notre filière, juste prendre appui sur ces expériences pour mettre en avant ces compétences. Damien, juste, ouais. Je voudrais également qu'on signale la présence de Madame Lalanne, donc de chez Safran, qui nous accompagne également chaque année dans nos projets, que ce soit séminaire également. Elle fait partie de nos fidèles participantes et professionnelles qui acceptent de venir témoigner et de donner des conseils à nos alternants. Elle est présente ce matin. Je voudrais qu'elle n'hésite pas à se manifester parce que je la sais très investie sur cette notion de compétence. Et je sais qu'elle accompagne notamment en donnant des cours au Pôle international de management sur du master marketing, commerce international. Elle est proche des alternants sur cette démarche-là à effectuer. Donc voilà, Valérie, si tu veux bien, tu n'hésites pas à intervenir. Oui, bonjour. Tout à fait. Merci Valérie. Ok. Alors, oui, n'hésitez pas. D'accord. Je peux peut-être juste ajouter un petit mot, si vous voulez bien, à l'adresse des étudiants. Je trouve qu'en termes de compétences, ils sont aujourd'hui dans une situation qui est extrêmement difficile. On le sait bien, ils sont en visioconférence la plupart du temps, voire tout le temps. Et ils sont en train d'acquérir une compétence dont ils n'ont peut-être même pas connaissance, ou ils ne se rendent pas compte. Je trouve que c'est la résilience. Et on sait que la résilience, c'est la capacité à surmonter justement les épreuves ou les traumatismes. Et je trouve qu'ils le font très bien. Donc, je voudrais leur rendre ce petit hommage. Et je pense que même si certains sont inquiets sur leur avenir, sur la qualité de leur diplôme, hein, parce que parfois j'entends ce terme-là, moi, je trouve que pas du tout. Ils sont très, très résilients. Ils sont en train d'apprendre. Et comme je leur dis, ceux qui m'ont en cours, je les encourage toujours à recadrer positivement. Ils auront appris des choses, ils auront surmonté. Et notamment, la résilience, ce n'est pas forcément quelque chose qui est inné, mais qui peut s'acquérir
et devenir une compétence. Et lorsque vous êtes recruteur, je pense que Madame Copé certainement sera d'accord, avoir quelqu'un qui est résilient, qui sait rebondir, qui sait s'adapter, c'est vraiment un plus. Donc, bravo à tous nos étudiants. Merci pour votre intervention parce que ce n'était pas prévu, mais c'est une transition parfaite vers du coup, la troisième partie. Je vois que Jean-Robert va prendre la main. Mais du coup, c'est vraiment le troisième thème. Je ne sais pas si c'est là-dessus, Jean-Robert. On va peut-être juste passer à la question clap, vu que la transition est trop parfaite. Et ensuite, je reviendrai vers toi si tu veux. Du coup, donc, le troisième thème de cette table ronde, c'est justement le contexte actuel et qu'est-ce que ça peut développer chez les étudiants comme compétences et justement voir aussi le côté positif dans une période complexe. Du coup, je vais repartager mon écran et là, j'aurai 2 questions ou clap pour l'ensemble. La première étant, quelles sont actuellement vos modalités de travail, notamment pour les étudiants qui sont en apprentissage? Est-ce que vous êtes en télétravail, en présentiel dans l'entreprise, en présentiel durant les examens? Est-ce que vous êtes en chômage partiel ou en rupture de contrat et en recherche de nouvelles entreprises? Donc, on voit qu'il y a quand même, pour l'instant, une partie importante qui sont en présentiel. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut assez vite évoluer. Ok, merci. Donc, on voit qu'il y a une partie quand même importante en présentiel et quand même une partie en télétravail. On a vu aussi que certains contrats n'ont pas pu se faire par rapport à la situation. Mais du coup, par rapport à cette situation, que vous soyez en entreprise ou en télétravail, est quand même particulière. Voilà, la question que vous voulez vous poser et qui revient un peu avec l'intervention précédente, c'était est-ce que cette période vous a permis de développer de nouvelles compétences? Et si oui, lesquelles? Donc, on a eu la résilience qui est apparue dans l'intervention précédente. Alors, si oui, plutôt lesquelles, hein. C'est vrai que la réponse oui pouvait marcher. L'autonomie, l'adaptabilité, la flexibilité. La détermination et la persévérance, on voit. On voit qu'il y a des mots quand même qui se dégagent entre autonomie, persévérance et adaptabilité. La diplomatie, la rapidité. L'usage du numérique aussi, une compétence un peu plus technique, mais c'est vrai qu'il… Pardon. On a également un nom, Damien, parce que à noter aussi les 1% d'étudiants qui malheureusement ont perdu leur contrat d'apprentissage lié à la crise sanitaire qu'on traverse tous actuellement. Et voilà, ils le savent que le CFA également les accompagne pour trouver une nouvelle entreprise et qu'on reste à leur écoute si besoin. Mais en effet, on a aussi le nom qui… et les angoisses qui apparaissent. Donc, je pense qu'il faut également les citer. Bien sûr, oui. Bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est bien que ça peut être une période très compliquée pour certains ou certaines. Voilà. Donc, j'en profite pour signaler l'arrivée de notre vice-président en charge des formations, Michael Oshkorn, qui pourra, s'il le veut, apporter un point de conclusion tout à l'heure. Oui, qui apportera le point. Oui. Bonjour, Michael.
Bonjour à tous. Bonjour Alors, du Michael. coup, là, on a vu les principales capacités ou compétences qu'on a pu développer, que vous avez pu développer dans cette période. Et du coup, ma question pour nos participants à la table ronde est exactement la même. Je vais peut-être commencer par les étudiants. Est-ce que, par exemple, Marion, ce stage cet apprentissage dans ces conditions particulières, à ton avis, t'a permis de développer des compétences que tu n'aurais peut-être pas développées dans un contexte plus normal? Pour l'apprentissage, peut-être pas, vu que je suis toujours en entreprise. Par contre, pour ce qui est des cours, oui, l'autonomie, le fait d'être toute seule et du coup moins encadrée par les enseignants, même s'ils sont toujours présents, ça a développé l'autonomie. Mais en apprentissage, en tout cas, les compétences que j'acquiers, je ne suis pas sûre que ce soit parce qu'il y a la situation sanitaire et que... Ouais, ça n'a pas forcément changé pour Je pense l'apprentissage pas. et pour tes cours, du coup, c'est parce que le fait que tu L'autonomie, n'aies pas vraiment, cours ouais. en présentiel et que tout soit à distance. C'est ça, ouais. Ok. Est-ce que Valentin, Alors, est-ce que je ne sais pas si tu as connu la crise sanitaire pendant tes études, maintenant que tu es embauché? Peut-être au premier confinement, on arrivait vraiment à la toute fin. Il nous restait 2 semaines de cours avant que normalement la période théorique de stage commence. Donc, dans tous les cas, je me serais trouvé en télétravail dans ma situation. Mais bon, on avait tout de même les rendus universitaires à faire à distance. Et bon, même en groupe, on apprend toujours à travailler à distance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est à une époque où il y a énormément d'outils. Heureusement, ça aide. Donc, point de vue études, non, je ne l'ai pas si mal vécu. Par contre, là, je le vis encore actuellement, le télétravail, beaucoup en cette période. Et il y a des fois, on est autorisé à retourner en entreprise et j'avoue que ça fait du bien parce que, à force d'être tout le temps en télétravail, il est vrai qu'on peut peut-être perdre un peu le fil de ce qu'on sait ou peut-être plus trop savoir également pourquoi on le faisait. Il faut tout le temps se remettre en situation, se reposer les bonnes questions et un petit retour en entreprise, ça permet de discuter avec les collègues et puis de savoir pourquoi on faisait les choses et peut-être rattraper certaines erreurs aussi. Donc, Bien sûr, voilà, et moi, du coup, ta période en télétravail, pour toi, c'est quoi les compétences qu'il faut en plus de la période normale pour arriver à travailler peut-être savoir s'adapter, savoir être beaucoup plus autonome. Parce que, enfin, notamment sur les logiciels techniques, en tout cas, moi j'ai appris à m'en servir de beaucoup plus. Et puis, de ne pas se sentir frustré si même malheureusement ça peut arriver souvent. Ouais. Garder toujours la tête haute, je dirais que c'était ça le plus compliqué. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête quand on sortira de cette crise, que dans le côté réflexivité, d'avoir en tête les compétences qu'on a mis en place ou les atouts qu'on a mis en place pour surmonter cette période. Au niveau des professionnels, est-ce que vous voyez des compétences que les étudiants, que les apprentis développent plus pendant cette période que les apprentis qui étaient là en période sanitaire normale? Madame Copé, peut-être. Oui, alors nous on a plusieurs alternants chez nous, donc on en a qui étaient en télétravail, d'autres qui étaient en présentiel en agence. Alors principalement la digitalisation, ça c'est ce que nos jeunes me remontent. Moi j'ai été, donc il y a la résilience comme disait Madame Lalanne. Moi il y a aussi quelque chose qui m'a frappée par rapport aux autres années, c'est le respect strict des consignes de sécurité qui avaient été mises en place dans l'entreprise. C'est quelque chose qui a été plus respecté que d'habitude, puisque là, nos alternants ont vraiment vu que il n'y avait pas de non-respect possible. C'était vraiment un enjeu prioritaire puisque nos magasins étaient ouverts et qu'il fallait faire avec des clients parfois un petit peu ronchons qui ne voulaient pas appliquer le masque. Donc, ils ont été obligés, eux aussi, de faire respecter, donc de respecter eux-mêmes et de faire respecter. Et ça, pour moi, c'est une compétence qu'ils n'auraient pas acquis les autres années, puisque peut-être que c'est quelque chose, la sécurité, sur lequel ils n'avaient pas travaillé. Donc oui, il y a tout le nuage de tout savoir-être là, qui a été mis par les étudiants et je rejoins. Mais voilà, ce que je retiens, c'est la digitalisation et principalement les respects stricts des consignes qui sont mises en place dans les entreprises qui avant peut-être
c'est un petit peu au-dessus de la tête. Voilà. Ok, merci. Est-ce que Nicolas, toi, tu as vu un changement? Peut-être on peut laisser Jean-Robert, je voyais qu'il levait la Ah main. oui, mince, non, non, désolé. allez, je prendrai la parole, À la je fin, prendrai la parole après. Ouais. Ok, ça marche, super. Désolé. Moi, honnêtement, j'ai pas vu de grosse différence. Après, c'est peut-être parce que notre métier fait que la période normale était déjà similaire. Et surtout, j'essaie de ne pas prendre en compte justement cette crise sanitaire, à part évidemment pour les gestes barrières et tout ce qui est sécurité. Mais j'essaie de ne pas trop le prendre en compte pour justement qu'il n'y ait pas de différence au final, pour que ce soit la même chose que sans crise sanitaire ou avec, comment dire, les études et l'alternance de Marion soient exactement la même. Et donc, pour moi, je ne vois pas vraiment de différence. Okay. C'est vrai que ça dépend aussi peut-être des critères, des métiers. Les différences seront peut-être, plus comme disait Marion, au niveau de ses cours. Ouais. C'est là où il y a, je pense, un vrai chamboulement et c'est peut-être là où on peut voir les différences. Ok. Merci. Du coup, Jean-Robert, si tu veux. Oui, je voulais intervenir sur 2 points, donc reprendre ce qu'avait dit Valentin. Effectivement, le problème du télétravail, c'est qu'à un moment donné, et c'est quelque chose qu'on a eu aussi à travers les étudiants qui sont chez nous, hein, c'est finalement, à un moment donné, ne plus savoir ce qu'on vaut, ne plus savoir si on a encore des compétences, parce que comme on est isolé des autres, on n'arrive plus à se comparer, on n'arrive plus à… il y a une perte un peu de repère. Et donc ça, c'était intéressant que Valentin souligne cet aspect-là. Et puis, je vais peut-être apporter finalement le mot de conclusion. Alors, je ne sais pas si on peut partager mon écran, je ne sais pas si on peut me redonner la main, parce que finalement, de tout ce qui a été dit là, eh bien, on retrouve des choses qu'on avait vues l'année dernière, et vous allez voir que finalement, dans les réponses qui ont été données par nos apprentis, je peux vous dire que je ne m'inquiète pas pour eux, pour l'avenir. Et si on peut me donner l'écran, je vais vous montrer deux diapositives. Voilà. Et donc, j'en profite pour souligner, rappeler que l'année dernière, on avait travaillé donc, sur le savoir-être avec l'association EG. Donc, et je donne correctement le titre de cette association, c'est l'entente des générations pour l'emploi et l'entreprise. Et donc, c'était un séminaire qu'on avait animé avec eux, grâce à eux, et avec Serge Bertrand, qui est présent et qui n'hésite pas à intervenir. Voilà. Et on a parlé du savoir-être, ça a été encore souligné tout à l'heure, et je voulais vous montrer cette diapositive qui était finalement, avant les savoir-faire, que regardent les recruteurs. Et vous avez vu que 60% des recruteurs observent en premier lieu les qualités comportementales sur un CV. D'accord ? Et ça donne quoi sur ces comportements? Qu'est-ce qui était le plus important pour les entreprises? La capacité à s'organiser. Et on a retrouvé ça dans les réponses. Qu'est-ce qu'apporte le travail en distanciel? On a retrouvé cet élément de réponse. Capacité d'adaptation. Finalement, quand Valérie Lalanne dit résilience, voilà. Forte capacité de résilience de nos jeunes. Voilà, donc capacité d'adaptation. Autonomie et responsabilité. On a retrouvé ces mots-là dans les réponses. Travail en équipe, bon, là, un peu amoindri, on va dire. Respect des règles. C'est Madame Copé, je crois, qui l'a dit. Madame Copé, point P. Ils ont tous su mettre le masque. Et, voilà, respect des règles. Recherche de l'initiative et gérer le stress, qui va aussi dans finalement une forme de résilience, voilà, capacité à absorber. Donc voilà, donc si on pouvait traduire un message positif pour nos jeunes, regardez, c'est pas facile, mais grâce à ça, vous avez acquis des choses qui vont vous servir plus tard pour… Et il ne faudra pas hésiter à les mettre en avant, justement, liés à la situation, en expliquant comment ils les ont développés par rapport à la situation. Tout à fait, voilà. J'en ai terminé. Alors, je ne sais pas si des enseignants, Samuel et Laurent, voulaient rajouter quelque chose par rapport à ce thème-là. Bon. Oui, rapidement, je pense juste sur le registre des compétences. Je
crois que la situation sanitaire aujourd'hui nous a montré de mon point de vue personnel tout du moins, quelques limites en termes de compétences sur la capacité à accompagner nos jeunes dans cette situation. On gère des situations, alors pas forcément de détresse, heureusement pour le master urbanité, mais des situations un petit peu délicates, de perte de motivation, effectivement de quête de sens. On a des étudiants et on a observé que c'était plus compliqué pour les étudiants en alternance, notamment de façon un petit peu curieuse, qui se mettent une pression accrue, certainement encore, et qui ont des difficultés à gérer finalement les différents pans de leur formation, les enseignements, les évaluations, l'atelier professionnel, l'alternance. Et là, nous, on a besoin de monter en compétences parce qu'on arrive face à des situations pour lesquelles on n'était vraiment pas préparé, on n'est pas formé pour ça, on n'est pas préparé pour ça. Donc, on essaie de faire le mieux possible, mais à la fois dans l'adaptabilité, c'est-à-dire la capacité à passer d'une situation normale à une situation de crise pour nos formations. Je pense qu'on a un travail à mener, nous, en termes d'outils, de contenu, de capacité à adapter rapidement nos évaluations. C'est ce que l'on fait au fil de l'eau tous les jours, mais je pense qu'on pourra être une fois encore plus agile. Et puis nous aussi, en termes individuels, je trouve que ça nous questionne beaucoup. On n'est pas déstabilisé, mais on essaie de se documenter un tout petit peu pour voir comment les accompagner au mieux. Ok, oui, c'est vrai que c'est même pour les… Donc c'est plutôt une quête de compétences pour nous, enfin, de mon point de vue, c'est le vécu que j'en ai. Merci. Et Laurent, peut-être pour finir, si tu avais quelque chose à… Oui, deux petits points, effectivement. Moi, je pense que le côté autonomie dans la veille est important au niveau des étudiants. Hein, c'est ce qu'ils nous disent souvent avant de solliciter une équipe à distance. Bon, au niveau de l'informatique, il n'y a pas de problème sur l'environnement numérique, mais avant de solliciter leurs collègues à distance, mais effectivement, ils font plus de recherches seuls. Et puis, le côté auto-organisation. Je pense qu'ils ont acquis une maturité dans l'auto-organisation qui n'est pas simple parce que s'astreindre à un rythme de travail chez soi, c'est pas donné à tout le monde. Et finalement, ils ont cette maturité-là. Ouais, tout à fait d'accord ici. Savoir s'organiser tout seul, c'est une vraie… Alors, Mickaël, peut-être pour intervenir. En tout cas, là, la table ronde va se terminer. Je remercie vraiment beaucoup les intervenants d'avoir participé. Je vais aussi redonner la main à Betty ensuite pour la suite. Mais c'est vrai que, Mickaël, si tu veux intervenir pour justement conclure cette table ronde, sachant qu'il y aura une suite au webinaire. Bonjour à tous. Oui, je ne vais pas forcément intervenir longtemps, mais c'est surtout que malheureusement, j'ai tenu vraiment à pouvoir faire un passage ce matin pour venir un petit peu voir ce qui se passait, parce que je crois d'abord que le rôle de ces rencontres et de cette table ronde ou du partage d'expériences est fondamental pour que les choses avancent. Et j'étais ravi, même si c'était très bref, d'entendre quelques expériences vécues. Il me semble effectivement que dans ce que j'ai pu entendre, je retrouve des préoccupations du moment pour beaucoup de gens. Et ça me renvoie quelques mois en arrière à un ressenti qui était essentiellement tourné organisation-institution. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est interrogé sur la capacité des organisations à rebondir, des institutions à s'organiser dans ce contexte très particulier qu'on est en train de traverser. Et le regard des étudiants, finalement, c'est une préoccupation qui est venue bien plus tardivement et qui maintenant est partout, dans les journaux, à la télé, et on s'en préoccupe, on commence seulement à s'en préoccuper. De la même manière, on commence aussi à se préoccuper un peu plus dans les médias en général du ressenti de toute personne qui travaille en entreprise et de la manière dont elle peut vivre cette période-là avec toutes les difficultés que ça peut occasionner. Et la particularité que vous avez, vous, apprentis, c'est que vous êtes à la conjonction des deux et vous avez accumulé une double expérience qui peut être dans ce discours justement montré comme une double expérience un peu traumatique ou difficile, celle de travailler en tant qu'étudiant
à distance et de vivre cette période pas simple et d'être en résilience déjà. Et d'autre part, de devoir aussi gérer en même temps cette situation professionnelle complexe et qui suppose adaptation. Et de montrer finalement que dans ce contexte, vous êtes tel que ça a été dit, résilient, c'est-à-dire que vous êtes capable de rebondir et de recréer, et de vous adapter et de développer cette faculté d'adaptation avec tout ce que ça suppose de gestion, d'organisation, de création de systèmes, puisque on est tous, on se pose tous la question de la manière de s'adapter au mieux à ce contexte. Je pense qu'effectivement, vous avez là mis en place un certain nombre de forces qui seront à valoriser de toute façon et surtout à rendre positives dans tout ce que vous allez pouvoir ensuite démontrer, puisque on le voit notamment dans les études qui ont été menées et qui sont vraiment intéressantes. Je crois que le fait de travailler à distance force à être ne serait-ce que dans les dispositifs de communication qu'on peut mettre en place beaucoup plus efficaces, beaucoup plus précis, d'avoir une communication qui couvre différentes formes et qui répond aux objectifs que l'on a à atteindre. Et je crois que ce n'est qu'un exemple de choses que vous avez développées, que vous avez renforcées. Et donc, le défi, effectivement, maintenant, ça va être de pouvoir valoriser tout ça et d'en faire une force pour la suite. En tout cas, je vous félicite d'avoir persévéré, d'avoir fait au mieux dans cette période et je vais encore pouvoir rester un petit peu et écouter la suite de ces échanges, mais je vous remercie d'avoir partagé parce que je crois que c'est important. Et surtout, je vous incite énormément, et ça c'est une demande bien singulière parce que je suis aussi concerné par les questions d'orientation. Et je vous demande de partager aussi avec ceux qui viennent après et qui hésitent peut-être, de montrer aussi tout ce que ça vous a apporté, de communiquer autour de ces questions-là, parce qu'il y a un vrai enjeu de diffusion pour mémoire, et c'est à ça que je vais m'atteler tout de suite, juste dès que je vais vous avoir quitté. Mais on est en ce moment en préparation d'une future accréditation de l'établissement avec un questionnement qu'on s'est renouvelé hier matin avec Jean-Robert sur les futurs parcours que l'on allait ouvrir à l'apprentissage dans cette offre de formation à venir. Et on voit que l'apprentissage occupe dans les discours et dans les actes et dans les mises en œuvre de plus en plus de place. Et vous êtes finalement des ambassadeurs de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez. Donc, n'hésitez pas à partager. On serait ravis que vous puissiez offrir des témoignages à l'université. On a des collègues qui peuvent faire des captations vidéo. On a des moyens vraiment de communiquer, de diffuser ces éléments-là parce que pour nous, c'est un enjeu très important. Merci à tous. Je ne vais pas être plus long et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, Mickaël.